Salut les amis! Je vois que vous vous êtes arrêtés devant l'entrée principale du fabuleux zoo dont je suis l'heureux propriétaire. Seriez-vous tenté par une visite? Oui? Fantastique! Laissez-moi vous ouvrir les portes et vous guider dans les différentes allées. Oh, mais je sais très bien ce que vous pensez. Vous aimeriez vous lancer dans la construction d'un zoo attractif et scientifique tout en améliorant le bien-être animal. Concevoir des enclos adaptés aux animaux qui les peupleront, partir à la recherche de mécènes, soutenir différents projets de conservation ou encore conclure des partenariats continentaux et universitaires, toutes ces actions pourraient parfaitement devenir votre quotidien en jouant à Ark Nova. Mais laissez-moi vous en expliquer les règles. Avant chaque partie d'Ark Nova, il est important de mélanger correctement chacun des 3 paquets de cartes disponibles, puis en fonction du nombre de joueurs, 3 ou 4 projets de conservation de base sont disposés sous le plateau association. Toujours en rapport avec le nombre de joueurs, le marqueur de pause est placé sur la case appropriée. Parmi les 9 jetons bonus, 4 sont sélectionnés aléatoirement et déposés aux emplacements adéquats. Enfin, chaque joueur reçoit 5 cartes actions, 2 cartes décompte final, ainsi que 8 cartes zoo. Ces différentes cartes n'ont pour le moment aucun sens à vos yeux, mais voici quelques informations sur ces dernières. Les cartes actions. Elles sont identiques pour tous les joueurs et représentent les différentes actions dont disposent ces derniers lors de leur tour de jeu. Elles sont placées sous le plateau joueur selon un ordre répondant à une procédure simple. La carte animaux en position 1, les 4 restantes sont mélangées et déposées aléatoirement aux emplacements encore vides. Les cartes actions affichent toutes, pour le moment, leur côté bleu. Les cartes décompte final. Elles sont un moyen incontournable de marquer des points précieux en fin de partie. Ces dernières ne sont pas révélées et sont consultables à tout moment en gardant à l'esprit qu'il vous faudra fatalement défausser l'une d'entre elles. Les cartes zoo. Elles composent la main d'un joueur et sont destinées à être jouées, défaussées ou acquises durant toute la durée d'une partie. Elles sont de 3 types, faciles à différencier au travers de leur couleur centrale. Les cartes orange de type animal, les cartes bleues de type mécène, les cartes vertes de type projet de conservation. Bien que chaque joueur se voit distribuer 8 de ces cartes zoo, il ne peut en conserver que 4 pour débuter la partie. Il lui faut donc choisir judicieusement les cartes à défausser en se référant à ces cartes décompte final, mais surtout en évitant de conserver celles qui se révéleraient difficiles à jouer durant les premiers tours de jeu. Concentrons-nous maintenant sur le plateau principal. On y trouve la gestion des cartes zoo avec la pioche, ou paquet principal, la rivière, ainsi que la défausse. Les 6 cartes de la rivière ne sont révélées qu'après que tous les joueurs aient fait leur choix sur les 4 cartes zoo qu'ils souhaitent conserver. Il est important de retenir que, sauf exception expressément stipulée, la rivière ne se rafraîchit qu'à la fin d'un tour joueur, et cette opération consiste toujours à combler les emplacements libres en décalant les cartes vers la défausse avant de remplir ceux ainsi créés à proximité de la pioche. Le plateau principal propose également 3 pistes sur lesquelles chaque joueur dispose d'un marqueur de sa couleur indiquant sa progression vers la victoire, mais également autorisant l'obtention de bonus immédiats. La piste d'attrait. Elle indique l'attrait que chaque zoo présente pour ses visiteurs. La position initiale de chaque marqueur sur cette piste dépend étroitement de l'ordre des tours de jeu. Le premier joueur se place sur 0, le deuxième sur 1, le troisième éventuel sur 2 et le quatrième éventuel se place sur 3. Progresser sur la piste d'attrait se fait lorsqu'une récompense ou un bonus affiche le symbole associé d'un ticket d'entrée stipulant le nombre de cases concernées. Par exemple, en enrichissant son zoo d'un flamant rose, le joueur noir progresse de 7 cases. La piste d'attrait présente 2 cases spécifiques, rappel visuel de certaines règles. La case 5 indique qu'un joueur ne peut être la cible du poison ou de la constriction avant que l'attrait de son zoo n'ait atteint cette étape, et la case 25 remémore qu'un petit nombre de cartes ne pourront plus être jouées après cette limite. La piste de conservation. Elle indique l'investissement de chaque zoo dans la conservation des espèces animales. La position initiale de chaque marqueur sur cette piste est identique pour tous les joueurs, qui débutent en 0. Progresser sur la piste de conservation se fait lorsqu'une récompense, ou un bonus, affiche le symbole associé d'un bouclier stipulant le nombre de cases concernées.
Par exemple, en soutenant le projet de conservation Amérique, le joueur jaune progresse de 5 cases. La piste de conservation propose de surcroît plusieurs bonus immédiats avantageux à un joueur dont le marqueur atteint ou dépasse certaines cases. 4 de ces bonus sont défaussés lorsqu'ils sont remportés par un joueur, limitant ainsi le choix de ses adversaires qui n'auraient pas encore atteint cette étape. N'oubliez pas qu'il s'agit toujours de sélectionner un et seulement un des bonus accessibles à chaque case concernée, les cases 5 et 8 pouvant même ne plus proposer qu'une seule option dès lors que les jetons bonus auront été empochés et défaussés par des joueurs passés antérieurement. Dans l'exemple précédent, le joueur jaune passe par la case 2, choisissant d'améliorer l'une de ses cartes actions, et finit son mouvement sur la case 5, optant pour l'un des jetons bonus, lui permettant de construire immédiatement et gratuitement un enclos standard de taille 3. La case 10 de son côté ne propose aucun bonus, mais provoque l'obligation pour tous les joueurs de défausser l'une de leurs 2 cartes décompte final, et ceci dès qu'un marqueur, quel qu'il soit, atteint ou dépasse cette étape. La piste de réputation. Elle indique la réputation de chaque zoo dans la communauté. La position initiale de chaque marqueur sur cette piste est identique pour tous les joueurs, qui débutent en 1. Progresser sur la piste de réputation se fait lorsqu'une récompense, ou un bonus, affiche le symbole associé d'un chapeau de diplômé, stipulant le nombre de cases concernées. Par exemple, en jouant la carte mécène étude de terrain, le joueur rouge progresse de 2 cases. La récompense permet également à ce dernier de se déplacer d'une case sur la piste de conservation. La position de chaque marqueur sur la piste de réputation détermine, de surcroît, la portée de réputation sur les cartes de la rivière, une notion que nous retrouverons fréquemment dans l'avenir. Cette portée débute au premier dossier et s'étend à la position actuelle du marqueur concerné. Dans l'exemple précédent, le joueur rouge vient d'amplifier la portée de réputation de son zoo qui couvre dorénavant les 2 premières cases de la rivière. La piste de réputation propose enfin plusieurs bonus immédiats avantageux à un joueur dont le marqueur atteint ou dépasse certaines cases. Il est important de noter qu'il n'est possible de progresser au-delà de la case 9 que si le joueur concerné a choisi d'améliorer son action carte, comme rappelé par le symbole adéquat. La piste de pause. Dernière piste du plateau principal, elle dispose de son propre marqueur qui progresse chaque fois qu'est affiché le symbole associé tasse de café, stipulant le nombre de cases concernées, ce qui se produit principalement au travers des actions carte ou mécène. Nous reviendrons plus tard sur les effets d'une pause, initiée dès que le marqueur atteint la dernière case de la piste. Tournons-nous maintenant vers le plateau joueur, qu'on peut diviser en plusieurs zones. 3 d'entre elles, les soutiens aux projets de conservation, les partenariats continentaux et les partenariats universitaires, sont directement liés à l'action association. Nous en apprendrons donc plus en abordant cette dernière. La zone centrale du plateau représente, quant à elle, le zoo proprement dit, qui évoluera au travers des actions construction et animaux. Lors d'une première partie, un joueur choisira probablement le plateau débutant, qui propose un kiosque pré-imprimé ainsi qu'un enclos standard de taille 3 à placer comme indiqué. À droite se trouve le calepin, sur lequel seront déposés les bénévoles actifs et non affectés, ainsi que les éventuels jetons d'amélioration d'action en possession du joueur, également appelés jetons X ou jetons croix. C'est aussi l'emplacement désigné pour stocker les crédits, mais il semble plus judicieux de placer ces derniers à l'extérieur du plateau, peut-être à proximité de la réserve de cubes. Un joueur débute la partie avec un bénévole actif et 25 crédits. À droite toujours, situé directement sous le calepin, se trouve la réserve des bénévoles actifs et donc impossible à affecter. Chaque fois que le bénéfice d'ajout d'un bénévole est accordé à un joueur, il déplace immédiatement celui situé le plus bas vers son calepin, le rendant instantanément et définitivement actif. Le joueur empoche également un éventuel bonus qui serait révélé. Enfin, sous le plateau, se trouvent, comme nous l'avons déjà vu, les 5 cartes actions. Chacune de ces cartes dispose d'un niveau 1 de base, son côté bleu, et d'un niveau 2 avancé, son côté rouge. Chaque fois que le bénéfice d'amélioration d'une carte action est accordé à un joueur, il retourne immédiatement la carte de son choix du côté bleu vers le côté rouge. Cette dernière sera définitivement plus puissante à partir de la prochaine action. Il est grand temps d'aborder un tour de jeu.
et c'est justement au joueur bleu d'entamer le sien. Ce dernier indique l'action qu'il souhaite réaliser en décalant vers le bas la carte correspondante. Dans notre cas, il choisit de jouer l'action « Construction ». Chaque emplacement affiche un symbole dans lequel figure un chiffre allant de 1 à 5. Il s'agit de la force dont disposera la carte lorsqu'elle est jouée à cette position. Chaque action propose un descriptif faisant référence à la force avec laquelle elle a été jouée, soit au travers du symbole X, pour lequel il suffit de mentalement substituer le chiffre adéquat, soit au travers d'un tableau, dans quel cas il faut se référer à la colonne correspondante. Le joueur bleu peut donc construire un bâtiment d'une taille maximale de 3, correspondant à la force actuelle de cette carte. Profitons de ce moment pour préciser qu'il est toujours possible d'augmenter la force de l'action choisie lorsqu'on dispose d'un ou plusieurs jetons croix. Pour ce faire, il suffit de placer ces derniers directement sur la carte après l'avoir décalé, indiquant ainsi quelle sera sa nouvelle force. Chacun de ces jetons ainsi placés augmente la force de la carte ciblée de 1. Dans notre exemple, prétendons que le joueur bleu dispose déjà de 2 jetons croix et qu'il aurait aimé pouvoir construire un enclos standard de taille 5. La force actuelle de la carte construction étant de 3, cette option n'est pas envisageable. Il choisit donc de dépenser ces 2 jetons croix en les plaçant sur la carte. Cette dernière aura donc une force de 5 pour ce tour. Le maximum de jetons croix en possession d'un joueur étant fixé à 5, c'est également la limite d'augmentation d'une action, sachant qu'il est toujours impossible d'utiliser des jetons empochés durant l'exécution de cette dernière. Il peut arriver que la carte action jouée ait été précédemment bonifiée par un jeton multiplicateur d'action. Dans un tel cas, il est possible, sans cependant être obligatoire, d'exécuter 2 fois l'action concernée en bénéficiant de sa force actuelle. Ces 2 actions sont alors considérées comme totalement indépendantes, ce qui implique plusieurs conséquences. Tout d'abord, les jetons croix utilisés pour la première exécution ne bénéficient pas à la seconde. Il est nécessaire d'en dépenser d'autres pour augmenter la force de cette dernière. Ensuite, les récompenses et bonus générés par la première action, incluant les jetons croix, sont disponibles pour la seconde. Enfin, les éventuels effets applicables à une fin d'action se déclenchent, eux, lorsque le joueur a terminé sa seconde action, y compris lorsqu'ils sont initiés par la première. Le joueur bleu procède à la construction de son enclos standard de taille 5 et empoche un jeton croix au travers d'un bonus de placement. Il décide alors de dépenser son jeton multiplicateur d'action qu'il défausse ainsi que les jetons croix encore présents sur la carte, avant de construire un autre enclos qui, de fait, aura une taille maximale de 3. Les 2 actions étant indépendantes, il est autorisé à augmenter la force de sa carte au travers d'un jeton croix gagné lors de la première action, lui permettant la construction d'un enclos de taille 4. Bien entendu, il aurait pu décider de ne pas effectuer cette seconde action et conserver son jeton multiplicateur d'action sur la carte. Mais il est important de savoir que ce dernier sera défaussé, quoi qu'il arrive, lors de la prochaine pause. Attention donc de l'utiliser avant cette étape afin de ne pas le gaspiller. Lorsque sa ou ses actions sont totalement terminées, le joueur actif défausse l'ensemble des jetons croix présents sur la carte jouée et place cette dernière en position 1 après avoir décalé vers la droite le nombre de cartes nécessaires à combler l'emplacement ainsi libéré. C'est maintenant et seulement maintenant que se déclenchent les éventuels effets applicables à une fin d'action, comme la possibilité de déplacer une carte d'une position à une autre, le bénéfice d'effectuer une autre action, ou encore le déroulement d'une pause. Quelques points importants sont à préciser concernant un tour de jeu. Tout d'abord, un joueur n'est pas autorisé à passer son tour. Il doit effectuer une action et procéder au déplacement d'une carte. Ensuite, il n'est pas possible de choisir une carte action et décider de la déplacer sans procéder à son exécution. Par exemple, un joueur ne peut pas choisir de jouer l'action construction sans construire un bâtiment, ou encore la carte animaux sans ajouter d'animal dans son zoo. Pour ces raisons, il existe une 6e action, non matérialisée par une carte, permettant d'éviter des situations de blocage temporaire et qui autorise le joueur, au début de son tour, à acquérir un jeton croix avant de placer la carte action de son choix en position 1
sans exécuter l'action concernée. Cette sixième action est toutefois logiquement indisponible lorsque le joueur dispose déjà du maximum de 5 jetons croix. Ensuite, lorsque des récompenses ou bonus sont obtenus simultanément, le joueur choisit l'ordre dans lequel ils seront empochés ou exécutés. Enfin, et sauf exception expressément stipulée, la rivière n'est rafraîchie qu'à la fin d'un tour joueur, y compris lorsque plusieurs actions indépendantes sont exécutées. Mais toutes ces actions, à quoi correspondent-elles exactement? Que permettent-elles de réaliser? Il est temps d'entrer dans le détail de chacune d'entre elles après avoir réinitialisé le plateau du joueur bleu. L'action carte est probablement la plus simple à appréhender. Tout d'abord, le marqueur de pause progresse immédiatement de 2 cases, et si celui-ci devait déclencher une pause en atteignant la case adéquate, le joueur actif empoche immédiatement un jeton croix, alors que la pause n'est-elle résolue qu'à la fin de l'action en cours et des éventuelles actions bonus. Ensuite, le joueur actif se réfère à la colonne du tableau présent sur la carte, correspondant à la force avec laquelle cette dernière a été jouée. Il pioche le nombre de cartes indiquées depuis le paquet principal, qu'il place directement dans sa main. Le même tableau précise également si notre joueur devra défausser une carte ou non. Si c'est le cas, il peut choisir de défausser n'importe quelle carte, c'est-à-dire nouvellement piochée ou préalablement présente dans sa main. Lorsqu'elle est jouée avec une force de 5, l'action carte propose l'alternative de saisir, signifiant s'emparer d'une et une seule des cartes de la rivière, indépendamment de la portée de réputation et sans avoir à défausser de cartes. Attention, piocher ou saisir n'est jamais cumulatif, c'est l'un ou l'autre. L'action carte de niveau 2 apporte plusieurs avantages comparés à son niveau 1. Tout d'abord, il est maintenant possible de piocher les cartes non seulement depuis le paquet principal, mais également depuis la rivière, à portée de réputation, avec une totale liberté de répartition entre ces deux sources. Ensuite, l'option de saisir est désormais disponible en jouant la carte avec une force de 3 ou plus, et les quantités de cartes à piocher et défausser sont plus avantageuses. Enfin, la partie finale de la piste de réputation devient accessible. Par exemple, avec une action carte de niveau 2, les joueurs jaunes, noirs et bleus peuvent choisir entre la première carte de la rivière et le paquet principal. Le joueur rouge, quant à lui, dispose des mêmes options, mais, en raison de sa portée de réputation plus élevée, ajoute la deuxième carte de la rivière à ses alternatives. Attention, sauf indication expressément contraire, la rivière ne se rafraîchit qu'à la fin d'un tour joueur. Ce dernier ne pourra donc pas piocher plusieurs fois au même emplacement durant son tour. Bien entendu, en choisissant de saisir plutôt que de piocher, nos 4 joueurs peuvent choisir n'importe quelle carte de la rivière, mais ils se limitent alors à une seule carte ajoutée à leur main. Le joueur bleu choisit de jouer l'action carte avec une force de 4. Il pioche donc 2 cartes depuis le paquet principal, son seul choix avec une carte action de niveau 1. Il n'aura cependant pas à défausser. Son tour est maintenant terminé, il place la carte action jouée en position 1. L'action construction permet d'ajouter des bâtiments à son zoo, mais plusieurs critères sont à prendre en considération pour connaître leur accessibilité. Tout d'abord, une action de niveau 1 permet la construction des enclos standards de taille 1 à 5, du kiosque, du pavillon, ainsi que du parc animalier, auquel s'ajoute la grande volière et le vivarium à reptiles lorsque l'action est améliorée et atteint son second niveau. Ensuite, ne sont accessibles que les bâtiments dont la taille, correspondant au nombre d'hexagones recouverts une fois la tuile positionnée, n'excède pas la force avec laquelle est jouée l'action construction. Enfin, il est nécessaire de disposer des crédits couvrant la dépense induite par les coûts de construction, qui s'élèvent à 2 crédits par hexagone recouvert, ou, plus simple encore, la taille du bâtiment multipliée par 2. Il est important de noter que toutes ces exigences précèdent l'exécution de l'action, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'utiliser d'éventuels bonus de placement, notamment l'obtention de crédits, pour rendre accessible un bâtiment qui ne l'aurait pas été sans ces derniers. Un zoo est en effet parsemé d'hexagones,
gratifiant le joueur de divers bonus immédiats lorsque recouverts, et plusieurs peuvent être empochés par un seul et même bâtiment. Améliorer l'action construction ne se limite pas à rendre disponibles de nouveaux bâtiments, car là où le niveau 1 autorise la construction d'un seul bâtiment dont la taille n'excède pas la force à laquelle l'action a été jouée, le niveau 2 octroie la possibilité de positionner plusieurs bâtiments dès lors que ces derniers sont différents et que leur taille totale ne dépasse pas la force à laquelle l'action a été jouée. Par exemple, avec une force de 4, une action construction de niveau 1 autorise l'ajout d'un enclos standard d'une taille maximale de 4, d'un kiosque, d'un pavillon ou d'un parc animalier, alors que le niveau 2 permet d'envisager un nombre important de combinaisons, comme un enclos standard de taille 2, un kiosque et un pavillon, ou encore un parc animalier et un enclos standard de taille 1. Attention de toujours garder à l'esprit que ces combinaisons ne peuvent jamais contenir 2 fois le même bâtiment. Il serait donc impossible de placer 2 enclos standards de taille 2 ou encore un kiosque et 2 pavillons. Il est de surcroît possible de bénéficier des bonus empochés par le placement d'un bâtiment pour la construction des suivants, à l'exception des jetons croix, puisqu'il est impossible d'augmenter la force d'une action en cours de résolution. Par exemple, un joueur ne disposant plus que de 4 crédits peut parfaitement construire un enclos standard de taille 1, empocher 5 crédits et placer ensuite un parc animalier puisqu'il dispose maintenant des 6 crédits requis. Le placement d'un bâtiment répond à des règles strictes. Avant tout, ce dernier doit être adjacent à un bâtiment existant, ce qui signifie qu'au moins un bord de chaque bâtiment doit être en contact. S'il s'agit cependant du premier bâtiment, il devra quant à lui recouvrir au moins un hexagone frontalier, c'est-à-dire en bord de plateau. Mais cette règle ne s'applique pas au joueur bleu qui a choisi le plateau A débutant, contenant déjà un kiosque et un enclos standard de taille 3. De surcroît, il n'est pas possible de construire en dehors des hexagones représentant le zoo, d'empiéter sur un bâtiment déjà en place, de recouvrir les zones de rochers et d'eau, de placer un kiosque à une distance inférieure à 3 cases de tout autre kiosque déjà construit. Enfin, certains hexagones du zoo ne sont pas constructibles avant que votre action construction soit de niveau 2. Cette interdiction, une fois levée, permet d'accéder à un autre bonus rappelé par la partie droite du zoo sur le plateau joueur. Le gain immédiat de 7 cases sur la piste d'attrait lorsque tous les hexagones sont recouverts par un bâtiment, à l'exception, bien entendu, des zones de rochers et d'eau. Dès lors qu'en raison des règles d'accès ou de placement, il n'est pas possible d'ajouter le bâtiment choisi, un autre doit être préféré, et il est interdit de jouer l'action construction si aucun bâtiment ne peut être construit. Il est à noter que chaque joueur dispose d'un condensé d'informations sur les règles de construction sur son plateau, à droite du zoo. Mais entrons maintenant dans le détail de chaque bâtiment. Le kiosque augmente les revenus en crédit, comme nous le verrons lorsque nous aborderons la résolution d'une pause. Le pavillon augmente l'attrait d'un zoo d'une case lorsqu'il est construit. Les enclos standards sont initialement placés face inoccupée visible, c'est-à-dire affichant la taille de l'enclos. Ils sont retournés vers leur face occupée dès qu'un animal vient les peupler, comme nous le verrons avec l'action animaux. Le parc animalier dispose de 2 faces identiques et peut donc être positionné indifféremment d'un côté ou de l'autre, mais un zoo ne peut en contenir qu'un seul. Cet enclos permet d'accueillir plusieurs animaux domestiques qui ne peuvent être hébergés que dans ce bâtiment spécial, comme l'indique l'icône correspondante sur la carte de l'animal joué. Ajouter un animal domestique au parc animalier se traduit par le placement d'un cube sur un emplacement encore vide parmi les 3 disponibles. Un zoo ne peut donc jamais héberger plus de 3 animaux domestiques. La grande volière, ainsi que le vivarium à reptiles, disposent comme le parc animalier de 2 faces identiques et peuvent donc être positionnés indifféremment d'un côté ou de l'autre, mais un zoo ne peut en contenir qu'un seul de chaque type. Ces enclos peuvent accueillir respectivement certains oiseaux et reptiles, occupant chacun un ou plusieurs emplacements du bâtiment de destination, comme l'indique l'icône correspondante sur la carte de l'animal joué. Ajouter un oiseau à la volière ou un reptile au vivarium
se traduit par le placement d'un nombre de cubes égal à l'espace exigé par ce dernier sur des emplacements encore vides parmi les 5 disponibles. Contrairement aux animaux domestiques, les oiseaux et reptiles peuvent également être hébergés dans des enclos standards. C'est pourquoi une option de transfert est possible. Lors de la construction de la grande volière ou du vivarium à reptiles, et seulement à cette occasion, les éventuels animaux éligibles à un transfert occupant un enclos standard peuvent être déplacés vers leur nouvel habitat. Dans ce cas, et pour chaque oiseau ou reptile concerné, le plus petit enclos standard répondant aux exigences de l'animal est retourné vers sa face inoccupée et le nombre adéquat de cubes est déposé sur des emplacements vacants du bâtiment de destination. Il est évident que l'ajout ou le transfert portant sur l'un de ces 2 bâtiments spéciaux est impossible si ce dernier dispose de moins d'emplacements libres que le nombre de cubes requis par l'animal concerné, qui ne peut dès lors qu'être hébergé dans un enclos standard. Attention, les cubes utilisés pour matérialiser un hébergement au sein du parc animalier, de la grande volière ou du vivarium à reptiles sont toujours saisis dans la réserve du zoo concerné, jamais parmi les 7 cubes présents sur le plateau joueur. Le joueur bleu choisit de jouer l'action construction avec une force de 4. Il construit un enclos standard de taille 2, paye 4 crédits, mais en empoche 5 grâce au bonus de placement. Sa carte action n'étant malheureusement que de niveau 1, il lui est impossible d'ajouter d'autres bâtiments. La force de 4 attachée à son action n'aura finalement été exploitée que pour moitié. Son tour est maintenant terminé, il place la carte action jouée en position 1. L'action association permet de piloter les bénévoles afin qu'ils effectuent diverses actions bénéfiques non seulement au zoo pour lequel ils opèrent, mais également à la conservation et au bien-être des espèces animales. Pour pouvoir être envoyé en mission associative, un bénévole doit être disponible, c'est-à-dire actuellement sur le calepin du joueur concerné, ce qui exclut le personnel non débloqué ou déjà affecté. Effectuer une mission associative consiste dès lors à prendre un bénévole disponible pour le placer dans l'une des 4 zones de mission du plateau d'association, chacune spécifiant une force de carte jouée minimale pour être accessible. En effectuant l'action association avec une force de 4, le joueur bleu assigne son seul bénévole disponible à une mission de partenariat continental qui nécessite une force d'au moins 3. Il n'est pas interdit d'assigner plusieurs bénévoles à la même mission au cours d'actions associations différentes, mais la présence d'un personnel du joueur concerné dans la zone en question nécessite d'assigner 2 bénévoles plutôt qu'un seul, comme le rappellent 2 pictogrammes en haut du plateau. Cette règle ne s'applique que pour les bénévoles d'un même joueur. Ce dernier ne tient donc pas compte du personnel d'autres zoos. Par exemple, si le joueur jaune souhaite effectuer une seconde fois la mission associative de force 2, il devra placer 2 bénévoles dans la zone concernée, qui en contiendra donc 3 de sa couleur en fin d'action. Comme toujours, un joueur n'est jamais autorisé à choisir l'action association s'il n'est pas en mesure d'assigner au moins un bénévole à une mission ou si, une fois ce dernier affecté, la mission en question n'est pas réalisable. Mais entrons maintenant dans le détail de chacune des missions associatives. Première mission associative, augmenter la réputation d'un zoo. Le marqueur du joueur concerné progresse de 2 cases sur la piste de réputation, empochant par là même les éventuels bonus immédiats. Deuxième mission associative, conclure un partenariat continental. Le joueur concerné saisit l'un des jetons de partenariat continental encore disponible et le place dans la zone dédiée de son plateau en respectant plusieurs règles. Tout d'abord, il n'est pas possible pour un zoo de nouer plusieurs fois un partenariat avec le même continent. Ensuite, les jetons de partenariat sont placés sur le plateau joueur du bas vers le haut sans jamais sauter un emplacement. Enfin, les emplacements situés dans la zone rouge du plateau joueur ne sont accessibles qu'avec une action association de niveau 2, comme le rappelle le symbole adéquat, ce qui signifie que le nombre de partenariats envisageables initialement est de 2, et cette limite est de 4 dans tous les cas. Certains emplacements peuvent proposer des bonus immédiats, empochés une seule fois lorsqu'ils sont recouverts, et un partenariat, une fois conclu, propose 2 avantages.
il diminue de 3 crédits le coût d'hébergement des animaux en provenance du continent concerné, comme le rappellent les pictogrammes sur le plateau joueur, mais il ajoute également une icône de ce même continent aux zoo partenaires. Troisième mission associative, conclure un partenariat universitaire. Le joueur concerné saisit l'un des jetons de partenariat universitaire encore disponible et le place dans la zone dédiée de son plateau, en respectant les mêmes règles que pour un partenariat continental, à l'exception toutefois de la nécessité d'améliorer l'action association pour accéder à certains emplacements. Comme précédemment, certains emplacements peuvent proposer des bonus immédiats, empochés une seule fois lorsqu'ils sont recouverts. Abordons plus en détail les apports de chaque partenariat universitaire. Le premier d'entre eux fait progresser le marqueur du joueur concerné d'une case sur la piste de réputation et fait passer la taille limite de sa main de 3 à 5 cartes lors des pauses ultérieures. Le deuxième fait également progresser le marqueur du joueur en question sur la piste de réputation, mais de 2 cases cette fois, tout en ajoutant une icône recherche à son zoo. Le troisième et dernier partenariat universitaire ajoute 2 icônes recherche aux zoos partenaires. 2 précisions sur les partenariats. Premièrement, et au vu des emplacements disponibles, il est facile d'observer que si tous les partenariats universitaires peuvent être conclus par un zoo durant le déroulement d'une partie, seuls 4 partenariats continentaux sur 5 sont eux envisageables. Deuxièmement, un partenariat continental ou universitaire noué par un zoo devient indisponible pour les autres joueurs, et ceci jusqu'à la prochaine pause. Quatrième et dernière mission associative, soutenir un projet de conservation. Il existe 2 types de projets de conservation, ceux déjà présents sous le plateau association, disposés aléatoirement en début de partie en fonction du nombre de joueurs, et ceux présents dans les cartes zoo, jouables directement par un joueur. Quel que soit son type, un projet de conservation présente 3 niveaux de soutien, chacun gratifiant d'une récompense adaptée. Soutenir un projet de conservation consiste, pour un joueur, à prendre un cube encore disponible depuis la zone de conservation de son plateau pour le placer sur un niveau de soutien non occupé du projet ciblé. Plusieurs règles régissent le placement d'un cube lors du soutien d'un projet de conservation. Tout d'abord, un joueur ne peut soutenir chaque projet qu'une seule fois. Un cube de la même couleur ne peut donc pas figurer 2 fois sur la même carte. De plus, un emplacement de soutien n'est plus disponible une fois occupé par un cube. Enfin, il est nécessaire de remplir les conditions exigées par un emplacement pour placer un cube sur ce dernier. Par exemple, pour soutenir le projet de conservation Afrique, un joueur doit disposer d'au moins 2, 4 ou 5 icônes Afrique dans son zoo. Le zoo du joueur jaune en possède actuellement 4, mais l'emplacement avec la plus forte récompense correspondant à cette quantité est occupé par le joueur bleu. Il lui faut donc prendre une décision, patienter jusqu'à l'obtention de sa 5e icône, au risque de voir l'emplacement concerné lui être volé par un autre joueur, ou se contenter de la plus faible des récompenses. Notons que lorsqu'un joueur choisit de jouer un projet de conservation depuis sa main ou directement de la rivière, il place la carte associée sur l'emplacement le plus à gauche de la piste dédiée, située au-dessus du plateau, après avoir décalé vers la droite les éventuelles cartes présentes. Il est alors contraint de soutenir le projet qu'il vient d'ajouter et n'est pas autorisé à opter pour un autre. Durant cette opération, il est possible que la carte la plus à droite de la piste termine son déplacement au-delà de la limite définie par le nombre de joueurs, dans quel cas cette dernière est alors défaussée et les cubes qu'elle contient retournent dans la réserve des joueurs concernés et jamais dans la zone de conservation du plateau, dont ils sont pourtant originaires, ce qui signifie qu'un joueur ne peut jamais supporter plus de 7 projets. Soutenir un projet de conservation gratifie un joueur de plusieurs récompenses qu'il peut percevoir dans l'ordre de son choix. Tout d'abord, l'emplacement sur lequel il dépose un cube permet au joueur de progresser sur la piste de conservation et parfois sur la piste de réputation. Ensuite, une carte zoo peut disposer d'un bonus portant sur la piste de réputation, mais empoché une seule fois par le joueur qui la joue. Enfin,
L'emplacement d'origine du cube utilisé pour soutenir un projet de conservation propose lui-même un gain qui peut être de deux types. Les 3 cubes disposés sur fond jaune gratifient de récompenses empochées une seule fois au moment du soutien, alors que celles proposées par les 4 cubes présents sur fond rouge sont perçues au même moment, mais également lors de chaque phase de revenu durant une pause. Stratégiquement, choisir de soutenir un ou plusieurs projets pour leur plus petite récompense peut ainsi s'avérer lucratif au travers d'une maximisation des gains récurrents. Dernier détail à propos des projets de conservation, certains d'entre eux proposent de libérer un animal dans la nature, signifiant que la carte de ce dernier doit être défaussée, les points d'attrait qu'il procurait, et seulement ces derniers, doivent être défalqués aux eaux concernées, et le plus petit enclos occupé éligible à son hébergement doit être retourné en position libre, ou, si le joueur le souhaite, le nombre adéquat de cubes doit être retiré de la grande volière ou du vivarium à reptiles. Une action association de niveau 2 apporte divers avantages. Tout d'abord, un joueur peut maintenant assigner ses bénévoles disponibles à plusieurs missions associatives, qui devront être différentes et pour lesquelles le total de force nécessaire n'excédera pas la force avec laquelle l'action a été jouée. Par exemple, une action association de niveau 2 jouée avec une force de 6 par le joueur noir l'autorise à assigner 2 bénévoles disponibles pour progresser de 2 cases sur la piste de réputation et pour conclure un partenariat continental. Attention, la règle de placement imposant l'assignement de 2 bénévoles lorsque l'un d'entre eux est déjà affecté à la mission concernée s'applique toujours, et le joueur noir se verrait contraint de placer un bénévole supplémentaire s'il devait choisir de nouer un partenariat universitaire. De même, les missions choisies devant être différentes, le joueur noir ne peut choisir de conclure 2 partenariats continentaux malgré une force de carte suffisante et la disponibilité de 3 bénévoles. Ensuite, le niveau 2 de l'action association débloque la possibilité d'effectuer un don d'aide au programme de préservation. Générosité récompensée par la progression d'une case sur la piste de conservation. Cette option n'est disponible qu'après avoir assigné au moins un bénévole, et un don seulement est autorisé par action association, indépendamment du nombre de missions associatives effectuées. Lorsqu'il souhaite saisir cette opportunité, un joueur ajoute un cube pris dans sa réserve et le dépose sur un emplacement encore vide de la zone donation du plateau association, en payant le coût indiqué, puis progresse d'une case sur la piste de conservation. Lorsque tous les emplacements de cette zone sont occupés, il est toujours possible de faire des dons, mais il n'est plus nécessaire d'utiliser de cubes et le coût est définitivement de 12 crédits. Enfin, une action association de niveau 2 permet de jouer les cartes projet d'association directement depuis la rivière, dans la limite de réputation du zoo concerné et en payant un surcoût en crédit correspondant au numéro de dossier à partir duquel est prise la carte. À ce stade de la partie, aucun zoo ne dispose de la réputation nécessaire pour accéder au seul projet de conservation disponible dans la rivière, mais si tel avait été le cas, cette carte aurait donc pu être jouée pour un surcoût de 4 crédits. Le joueur bleu choisit de jouer l'action association avec une force de 4. Il dispose dans sa main d'un léopard qu'il aimerait ajouter à son zoo lors de son tour suivant, mais ce dernier nécessite un partenariat avec le continent d'origine de l'animal. Il décide donc d'assigner son unique bénévole afin de conclure un partenariat continental avec l'Afrique, faisant par là même d'une pierre deux coups, puisqu'en plus d'être maintenant accessible, notre léopard voit ses frais d'hébergement réduits de 3 crédits. Son tour est maintenant terminé, il place la carte action jouée en position 1. L'action animaux permet d'héberger de nouveaux animaux au sein de son zoo, améliorant par là même son attrait, mais gratifiant également le joueur concerné de récompenses variées. Ajouter un animal après avoir choisi cette action est une obligation, mais la force avec laquelle cette dernière est jouée autorise parfois l'ajout d'un second animal, ce qui est toujours optionnel. Plusieurs conditions sont à respecter avant de pouvoir héberger un animal. Toutes sont spécifiées sur la gauche de sa carte. Tout d'abord, un zoo doit disposer d'un enclos inoccupé d'une taille au moins égale à celle exigée par l'animal, ou, si ce dernier est éligible, de l'espace requis dans le parc animalier
la grande volière ou le vivarium à reptiles. Un léopard, par exemple, exige un enclos standard d'une taille d'au moins 3, alors que l'autruche d'Afrique et le crocodile du Nil requièrent un enclos standard de taille 5, mais peuvent alternativement et respectivement être hébergés dans 4 emplacements de la volière ou 3 emplacements du vivarium. De surcroît, et dans plusieurs cas, des contraintes d'accès à une étendue d'eau ou à une zone rocheuse peuvent s'imposer à l'enclos destiné à accueillir un animal. Ainsi, notre léopard ne pourra être hébergé que dans un enclos qui partage au moins l'un de ses côtés avec une zone rocheuse, alors que notre crocodile exige lui une étendue d'eau. Il est même possible d'être limité par une double exigence de localisation, comme avec l'otarie à fourrure, dont l'enclos devra partager un côté avec une zone rocheuse, mais également une étendue d'eau. Le bouquetin des Alpes, quant à lui, nécessite 2 zones rocheuses différentes. Attention, ces prérequis supplémentaires concernent également la grande volière et le vivarium à reptiles, même s'ils ne sont visuellement liés qu'à l'enclos standard. Par exemple, il n'est possible d'héberger le crocodile du Nil dans le vivarium que si l'un des côtés de ce dernier est accolé à une étendue d'eau. Toutes ces contraintes, si elles limitent le choix d'un enclos, jouent un rôle positif en ajoutant autant d'icônes rochers et eau à un zoo lorsque l'animal y est hébergé, ce qui peut participer à certaines cartes des comptes finales ou différents gains proposés par certaines cartes mécènes. Autre condition à l'ajout d'un animal dans un zoo, être en mesure de s'acquitter en crédit du coût d'hébergement indiqué sur la carte de ce dernier. Il est important de rappeler qu'un partenariat précédemment conclu avec le continent d'origine de l'animal minore ses frais de 3 crédits. Dernier obstacle avant d'être en mesure d'héberger un animal, là où les éventuelles conditions listées à gauche de sa carte, parmi lesquelles on trouve la nécessité de présence de certaines icônes, comme avec le lion, qui ne peut être ajouté à un zoo que si ce dernier contient déjà 3 icônes prédateurs, ou avec le taipan du désert, pour lequel le prérequis porte sur une icône du continent Australie et une icône recherche. Lors du comptage des icônes contenues par un zoo, il est important de penser à prendre en considération les partenariats continentaux et universitaires qui participent à chaque total. La nécessité qu'un zoo ait conclu un partenariat avec le continent d'origine de l'animal, comme avec le léopard et l'Afrique, la nécessité qu'un joueur dispose d'une carte action animaux de niveau 2, comme avec le grizzly, qui exige également 2 icônes prédateurs. Certains animaux ne présentent aucune de ces conditions supplémentaires, c'est le cas par exemple du bouquetin des Alpes. Qu'il s'agisse des modalités liées à l'enclos, aux frais d'hébergement ou aux éventuelles conditions supplémentaires, il est important de garder à l'esprit que ces prérequis doivent tous précéder l'ajout de l'animal à un zoo, ce qui signifie que les apports de ce dernier, une fois hébergés, ne peuvent être comptabilisés par anticipation. Par exemple, un joueur dont le zoo ne présente que 2 icônes reptiles n'est pas autorisé à jouer le crocodile du Nil en justifiant cet ajout par le fait qu'il atteindra alors les 3 icônes requises, ou encore jouer le puma tout en ne disposant pas des fonds nécessaires, en planifiant d'obtenir ces derniers via les 3 crédits empochés lors de l'ajout de ce félin. Toutefois, lorsque la force de l'action est suffisante pour ajouter 2 animaux à un zoo, ceux-ci sont alors joués l'un après l'autre, et il est de fait possible de bénéficier des gains générés par le premier pour être en mesure de jouer le second, sauf en ce qui concerne les effets de fin d'action, qui sont toujours résolus en dernier avant de terminer le tour de jeu, même lorsqu'ils sont initiés par le premier animal. Ainsi, un joueur souhaitant jouer le puma et le lézard à collerette, mais ne disposant que de 20 crédits, peut ajouter le puma en premier animal, empocher les 3 crédits de sa récompense, puis jouer le lézard à collerette. Lorsqu'il est ajouté à un zoo, un animal propose plusieurs bénéfices. Tout d'abord, les icônes présentes en haut à droite de sa carte sont immédiatement ajoutées aux totaux respectifs. C'est également le cas des éventuelles icônes de localisation de l'enclos. Par exemple, l'otarie à fourrure augmente de 1 le nombre d'icônes Australie, prédateur,
hauts et rochers du zoo dans lequel elle est hébergée. Attention, ne sont prises en compte que les icônes figurant en haut à droite de la carte et non à gauche de cette dernière, qui constituent, comme nous l'avons vu, les conditions supplémentaires. Le lion n'ajoute donc qu'une seule icône prédateur et non 4. Pour éviter toute confusion, mais également pour des raisons d'optimisation de l'espace, les cartes animaux sont jouées les unes sur les autres, de façon à ne laisser visible que leur partie haute, la partie basse de la carte ne jouant plus aucun rôle après qu'elle ait été jouée. Mais le bénéfice le plus important proposé par un animal réside dans les récompenses qu'un joueur perçoit, dans l'ordre de son choix, à l'instant précis où la carte est jouée. En premier lieu, le texte figurant sur cette dernière propose une multitude de gains possibles, pour lesquels il suffit de suivre les indications. Par exemple, le crocodile du Nil permet d'ajouter à sa main 2 cartes de la rivière, en rafraîchissant cette dernière après chaque saisie, ce qui n'est normalement possible qu'à la fin d'un tour joueur. La seconde partie des récompenses figure en bas à droite de la carte animale jouée, et il s'agit dans une grande majorité des cas de progresser d'un certain nombre de cases sur la piste d'attrait, mais il est possible toutefois que d'autres pistes soient concernées. Notre crocodile ferait donc progresser l'attrait du zoo dans lequel il est ajouté de 9 cases. Certains animaux proposent des bénéfices sous la forme d'actions agressives envers les autres joueurs, symbolisées par un pictogramme sur un fond hexagonal jaune. Ces attaques sont de 4 types: chapardage, constriction, hypnose et venimeux, et leurs effets sont décrits par le texte sur la carte. Si, en début de partie, les joueurs s'entendent sur le fait que ce style de jeu ne leur convient pas, il est possible de remplacer les effets de ces agressions par le bénéfice décrit sur un fond bleu en bas de carte, normalement prévu pour des parties solo. Lorsqu'elles sont maintenues, ces actions agressives ne peuvent toutefois jamais cibler un joueur dont le zoo ne dispose pas encore d'un attrait d'au moins 5, comme le rappelle un symbole sur la piste du même nom. Une action animaux de niveau 2 permet d'ajouter 2 animaux à son zoo dès qu'elle est jouée avec une force d'au moins 3, et propose de surcroît une progression de 1 case sur la piste de réputation avec une force de 5. Autre avantage de cette action améliorée, il est maintenant possible de jouer les cartes zoo animales directement depuis la rivière, dans la limite de réputation du zoo concerné, et en payant un surcoût en crédit correspondant au numéro de dossier à partir duquel est prise la carte. À ce stade de la partie, seul le joueur rouge bénéficierait de cette option avec l'alligator d'Amérique disponible dans le dossier numéro 2 en payant donc un surcoût de 2 crédits. Le nasique et le kangourou roux occupant respectivement les dossiers 3 et 6 sont pour le moment hors de portée pour tous les joueurs. Enfin, une action animaux de niveau 2 permet de jouer les cartes pour lesquelles ce prérequis figure parmi les conditions supplémentaires. Le joueur bleu choisit de jouer l'action animaux avec une force de 4. Respectant le plan élaboré lors de son action précédente, l'ayant conduit à conclure un partenariat continental avec l'Afrique, il choisit de jouer le léopard, accessible dans sa main. Il sait déjà qu'il dispose d'un enclos standard inoccupé de taille 3 accolé à une zone rocheuse, d'au moins 17 crédits, les frais d'hébergement étant minorés de 3 en raison du partenariat Afrique, partenariat qui vient satisfaire de surcroît la seule condition supplémentaire l'autorisant à héberger ce prédateur. Après avoir payé les crédits nécessaires et retourné l'enclos adéquat vers son côté occupé, il fait progresser ses marqueurs de 7 cases sur la piste d'attrait et d'1 case sur la piste de conservation. Reste maintenant à bénéficier de l'effet Chasseur 4, comme décrit par le texte de la carte Léopard. Le joueur bleu retourne donc 4 cartes depuis la pioche et découvre 2 animaux parmi ces dernières. Il choisit d'ajouter le macaque de barbarie à sa main et défausse les 3 autres cartes. Toutes les récompenses de la carte animale jouée sont maintenant résolues. Elle est déposée à côté du plateau du joueur bleu, dont le zoo contient désormais 2 icônes Afrique, une icône prédateur et une icône rocher. Son tour est à présent terminé. La carte action jouée est déplacée en position 1. L'action mécène offre un choix au joueur qui décide de la jouer. Faire progresser le marqueur pause et renflouer les caisses de son zoo, ou jouer une carte mécène.
La première action se résout en faisant avancer le marqueur pause d'un nombre de cases correspondant à la force avec laquelle l'action a été jouée, avant d'encaisser une quantité de crédit équivalente. Une action mécène de niveau 2 double même le total de crédit empoché, mais la progression du marqueur pause n'est-elle pas modifiée. La seconde option permet d'ajouter une carte mécène à son zoo en respectant deux conditions. Tout d'abord, la force requise autorisant l'ajout d'une carte mécène à son zoo est spécifiée en haut à gauche de cette dernière, et elle ne peut jamais excéder la force avec laquelle l'action a été jouée. Par exemple, pour ajouter l'entrée secondaire à son zoo, l'action mécène doit être jouée avec une force d'au moins 3. Ensuite, et comme pour les cartes d'animaux, les cartes mécènes peuvent présenter des conditions supplémentaires listées à gauche de ces dernières, parmi lesquelles on trouve la nécessité de présence de certaines icônes, comme avec le musée scientifique, qui exige que le zoo de destination affiche déjà 4 icônes recherche, la nécessité qu'un zoo ait conclu un certain nombre de partenariats continentaux, comme avec le programme mondial, jouable uniquement si au moins 2 de ces partenariats ont déjà été conclus, la nécessité qu'un zoo ait atteint un certain stade sur la piste de réputation, comme avec le terrier de Suricate, pour lequel ce niveau est fixé à 3, la nécessité qu'un zoo présente un attrait maximal de 25, ainsi qu'une carte action mécène de niveau 2, comme avec les recherches de base. De façon similaire à l'ajout d'un animal, celui d'une carte mécène suppose que cette ou ces éventuelles conditions supplémentaires soient remplies avant que la carte ne soit jouée. Par exemple, un joueur dont le zoo ne présente que 3 icônes recherche n'est pas autorisé à jouer le musée scientifique en justifiant cette action par le fait qu'il atteindra alors les 4 icônes requises. La diversité des cartes mécènes ne permet pas d'aborder l'ensemble des récompenses accordées par celles-ci, qui sont, de toute façon, détaillées par le texte figurant sur la carte. Mais il est important de bien saisir les codes couleurs présents et leurs implications. Un fond jaune et son pictogramme éclair indiquent que la récompense est obtenue une seule fois au moment où la carte est jouée. Dans le cas du musée scientifique, le joueur empoche immédiatement 2 crédits par icône recherche contenue dans son zoo. Il est important de noter que, lorsqu'une récompense fait référence aux icônes, il est possible de prendre en considération celles ajoutées par la carte jouée, contrairement aux conditions supplémentaires. Dans notre exemple, le musée scientifique procure une icône recherche supplémentaire au zoo de destination qui est prise en compte pour calculer le total de crédits à empocher. Un fond bleu indique une récompense permanente. Le primatologue, par exemple, permet d'empocher 3 crédits chaque fois qu'une icône primate est jouée dans un zoo, c'est-à-dire le sien ou celui d'un autre joueur. La règle portant sur la référence aux icônes s'applique également à ce type de récompense, et cette carte présentant elle-même une icône primate, elle permet d'empocher immédiatement 3 crédits. Les récompenses permanentes sur fond bleu sont disposées en haut de carte, afin de toujours être visibles, même lorsque les cartes mécènes jouées par la suite viennent recouvrir la partie basse. Bien entendu, un joueur peut toujours revenir au texte explicatif si les pictogrammes s'avéraient être flous ou même incompréhensibles pour lui. Un fond rose et son pictogramme de main tendue indiquent que la récompense sera perçue lors de chaque phase revenue durant la résolution d'une pause. Une percée médicale propose ainsi un gain d'1 case sur la piste de conservation chaque fois que cette étape est atteinte. Pour les mêmes raisons que les récompenses permanentes, les récompenses de pause sur fond rose sont placées en haut de carte. Mais la percée médicale offre également une récompense immédiate, correspondant à un gain de 2 cases sur la piste d'attrait par projet de conservation déjà soutenu. Un total facile à calculer, puisqu'il s'agit en fait du nombre de cubes retirés de la partie gauche d'un plateau joueur qu'il suffit de multiplier par 2. Un fond brun et son pictogramme sablier font référence aux récompenses accessibles en fin de partie et portant en grande majorité sur la piste de conservation. L'équipe de communication, par exemple, procurera un gain éventuel d'1 case sur la piste de conservation si le joueur concerné est parvenu à atteindre la case 9 de la piste de réputation.
Cette carte mécène propose également une récompense immédiate permettant de recruter un bénévole. Certaines récompenses immédiates sur fond jaune proposent d'ajouter un bâtiment spécial à votre zoo. Ces derniers n'ont pour objectif que d'empocher les éventuels bonus de placement, de relier certaines cases, de participer aux revenus générés par les kiosques ou encore de permettre une couverture totale de l'espace d'un zoo. Ils répondent aux mêmes exigences de placement que n'importe quel bâtiment, mais ne nécessitent pas de dépenser de crédit et il n'est jamais possible de les utiliser de façon classique, comme pour héberger ou libérer un animal. Par exemple, le terrier de suricate permet d'ajouter un enclos spécial disponible dans la réserve afin de le placer dans son zoo avec comme contrainte d'être accolé à une zone rocheuse. Cette même carte mécène propose de surcroît une récompense permanente gratifiant d'une avancée de 2 cases sur la piste d'attrait chaque fois qu'une icône herbivore est jouée dans le zoo concerné et uniquement ce zoo, ainsi qu'une éventuelle récompense de fin de partie permettant de progresser d'une case sur la piste de conservation si le zoo concerné devait contenir au moins 6 icônes herbivores. Le terrier de suricate affichant lui-même une icône rocher ainsi qu'une icône herbivore, il ajoute ces dernières au zoo dans lequel il est joué, ce qui permet de bénéficier immédiatement de la récompense permanente de progression de 2 cases sur la piste d'attrait. De même, certaines cartes mécènes présentent des récompenses plus classiques, comme les études de terrain, qui permettent une progression de 2 cases sur la piste de réputation et d'1 case sur la piste de conservation. Nous savons déjà qu'une action mécène de niveau 2 double les gains en crédit lorsqu'on choisit de la jouer pour cette option. Mais cette amélioration propose bien évidemment des avantages importants lorsqu'un joueur opte pour l'autre alternative. Tout d'abord, une action mécène de niveau 2 augmente la force avec laquelle elle est jouée de 1, et ceci de façon permanente. Attention toutefois, ce bénéfice ne s'applique pas au choix de faire avancer le marqueur pause et d'empocher des crédits. Autre avantage de l'action améliorée, il est maintenant possible de jouer plusieurs cartes mécènes pour peu que le total de force nécessaire n'excède pas la force avec laquelle l'action a été jouée, en prenant compte, bien évidemment, le bénéfice plus 1 que nous venons de voir, ainsi que les éventuels jetons croix qu'un joueur aurait choisi d'ajouter. Comme pour les animaux, ces cartes sont jouées l'une après l'autre, et les gains obtenus via l'une d'entre elles sont disponibles pour la ou les suivantes, ce qui inclut les crédits, les icônes ou autres, à l'exception des jetons croix, puisqu'il est impossible d'augmenter la force d'une action en cours de résolution, ainsi que les effets de fin d'action, qui sont toujours résolus en dernier avant de terminer son tour. Par exemple, le joueur jaune vient de jouer une action mécène de niveau 2 avec une force de 5 plus 1, tout en ajoutant 2 jetons croix afin que cette dernière soit portée à 8. Il souhaiterait ajouter les 2 cartes études de terrain et terrier de suricate. Mais s'il dispose des 3 icônes recherche exigées par la première, il n'a à l'inverse pas atteint le niveau de réputation de 3 nécessaire à la seconde. Il peut dès lors commencer par jouer études de terrain comme première carte, faire progresser son marqueur de 2 cases sur la piste de réputation et de 1 case sur la piste de conservation en application de la récompense, afin de disposer à présent du prérequis nécessaire pour jouer le terrier de suricate. Une action mécène de niveau 2 donne de surcroît accès aux cartes zoo mécènes de la rivière, dans la limite de réputation du zoo concerné et en payant un surcoût en crédit correspondant au numéro de dossier à partir duquel est prise la carte. À ce stade de la partie, tous les joueurs auraient pu bénéficier de cette option et jouer l'Institut étranger disponible dans le dossier numéro 1 en payant donc un surcoût de 1 crédit. La bibliothèque, occupant le dossier 5, est pour le moment hors de portée pour tous les joueurs. Enfin, une action mécène de niveau 2 permet de jouer les cartes pour lesquelles ce prérequis figure parmi les conditions supplémentaires. Le joueur bleu choisit de jouer l'action mécène avec une force de 5. Il dispose dans sa main de 2 cartes mécènes, le vétérinaire et l'entrée secondaire. Le vétérinaire nécessitant une force de 4 pour être joué, il pourrait sembler judicieux de profiter de la force de 5 disponible pour ajouter cette carte. Toutefois, sa récompense immédiate suppose d'avoir noué au moins un partenariat universitaire pour être intéressante, et sa récompense permanente, bien qu'alléchante,
ne profitera pas au joueur bleu avant qu'il ne soit parvenu à réunir les conditions nécessaires au soutien de plusieurs projets de conservation. Il choisit donc de jouer l'entrée secondaire, qui est un bâtiment spécial de taille 2, devant être placé sur 2 cases frontalières, c'est-à-dire en bordure de zoo, mais qui n'a pas à être adjacente à un bâtiment existant. Avec les dépenses récentes, le joueur bleu a besoin de crédit. Il choisit donc de placer ce bâtiment de façon à empocher un bonus de placement de 10 crédits et planifie d'optimiser sa rentabilité en lui accolant rapidement un pavillon ainsi que divers petits enclos, ce qui devrait stimuler ses gains lors de chaque pause. Il dépose la carte dans une colonne spécifique aux cartes mécènes, à côté de celle réservée aux animaux, dans laquelle figure déjà son léopard. Son tour est à présent terminé, la carte action jouée est déplacée en position 1. Maintenant que nous en savons plus sur les actions disponibles pour chaque joueur, il est temps de nous attarder sur une phase capitale durant le déroulement d'une partie, la pause. Dans Ark Nova, une manche n'est jamais déterminée par un nombre de tours joueurs, mais plutôt par une succession de ces derniers jusqu'à ce que le marqueur de pause atteigne la dernière case de sa piste, c'est-à-dire celle présentant une tasse de café ainsi qu'un bonus immédiat jeton croix. La progression du marqueur est majoritairement provoquée par les actions cartes ou mécènes, mais certaines cartes zoo animales ou mécènes peuvent également avoir cet effet. Lorsqu'un joueur fait avancer le marqueur de pause jusqu'à sa case finale, il stoppe la progression de ce dernier sur celle-ci sans jamais la dépasser, puis empoche immédiatement son jeton croix avant de terminer son tour complet, c'est-à-dire comprenant les éventuelles actions de fin de tour. Le déroulement normal de la partie est alors interrompu, le temps que 6 étapes soient résolues dans l'ordre spécifié en bout de piste pause. Première étape, tous les joueurs doivent réduire à 3 le nombre de cartes actuellement dans leurs mains, en défaussant, à leur convenance, celles qui seraient en surplus. Les joueurs ayant conclu un partenariat avec l'université adéquate voient ce maximum porté à 5, comme le rappelle le pictogramme entre parenthèses. Deuxième étape, les jetons multiplicateurs d'action, venin et constriction sont défaussés même s'ils n'ont produit aucun effet lorsqu'ils étaient actifs. Bien entendu, cette étape ne concerne que les jetons multiplicateurs d'action si les joueurs ont opté pour ne pas utiliser les actions agressives. Troisième étape, les joueurs récupèrent l'ensemble de leurs bénévoles en cours d'affectation sur le plateau association et les rendent de nouveau disponibles en les plaçant sur leur calepin, puis les partenariats continentaux et universitaires sont réapprovisionnés afin que chacun de ces derniers soit de nouveau disponible en un seul exemplaire. Quatrième étape, les cartes figurant dans les dossiers 1 et 2 de la rivière sont défaussées, puis cette dernière est rafraîchie de façon classique, c'est-à-dire en décalant les 4 cartes encore présentes vers la défausse avant de remplir les 2 emplacements vides ainsi créés à proximité de la pioche. Cinquième étape, les joueurs touchent leurs revenus. Cette opération peut être menée par tous les joueurs en simultané, excepté en ce qui concerne la possibilité de saisir des cartes de la rivière, dans quel cas l'ordre de jeu doit être respecté, en commençant par le joueur ayant initié la pause et en rafraîchissant la rivière après chacun d'entre eux. En premier lieu, les revenus de chaque joueur consistent en un montant de crédit calculé sur une base variable à laquelle s'ajoutent les gains générés par chaque kiosque dont dispose son zoo. Pour connaître cette base, il suffit d'observer la piste d'attrait pour laquelle des groupes de cases sont associés à des sommes croissantes en crédit. À ce stade de la partie, le joueur jaune dispose d'une base en crédit de 6, le joueur rouge 7, le joueur bleu 11 et le joueur noir 12. Chaque zoo ajoute à cette base le gain produit par les divers kiosques à raison de 1 crédit par bâtiment différent avec lequel il partage un côté, mais les enclos standards ne sont pris en considération dans le calcul que lorsqu'ils hébergent un animal. En second lieu, chaque joueur empoche les revenus signalés par le pictogramme spécifique d'une main tendue sur fond rose et présent sur les cartes mécènes jouées dans son zoo ou la zone conservation de son plateau. Ces gains ne se limitent alors pas à des crédits et peuvent être très variés, comme l'ajout gratuit d'un bâtiment, la saisie de cartes dans la rivière, la progression sur une piste spécifique, etc. La phase de revenus pouvant sembler complexe, modifions temporairement l'état du zoo appartenant au joueur bleu et observons ensemble ces gains.
nous savons déjà que la base de revenus en crédit pour le joueur bleu est de 11, en raison de la position de son marqueur sur la piste d'attrait. Il dispose actuellement de 2 kiosques au sein de son zoo, et différents bâtiments accolés à ces derniers, susceptibles d'augmenter ses gains. En partant du bas, le premier d'entre eux est un enclos standard de taille 3, actuellement occupé, partageant à côté avec le kiosque de gauche. Il rapporte donc 1 crédit. Juste au-dessus, un autre enclos standard occupé de taille 2 cette fois-ci, en contact avec les 2 kiosques. Il assure aux joueurs bleus 2 crédits supplémentaires, sachant que les gains d'un bâtiment ne sont pas limités à un seul kiosque. En haut à gauche maintenant, un autre enclos standard occupé de taille 2, qui ne fournira aucun crédit, car il doit s'agir de bâtiments différents, et cet enclos spécifique a déjà fait gagner 1 crédit au kiosque concerné. Puis nous trouvons un pavillon en contact avec ce même kiosque, 1 crédit de plus pour le joueur bleu. Vient ensuite le vivarium à reptiles qui ne nécessite aucun cube sur ses emplacements pour être validé. Il ajoute 1 crédit en étant accolé au kiosque de droite. On trouve ensuite un enclos standard de taille 1, malheureusement vide de tout animal. Il ne participe donc pas à l'amélioration des gains. Pour terminer, un enclos spécial placé après avoir joué le terrier de suricate. Il ajoute 1 crédit au total en partageant à côté avec le kiosque de droite. Finalement, les kiosques du joueur bleu auront produit 6 crédits s'ajoutant aux 11 de base pour un total de 17 crédits. Un rapide coup d'œil aux cartes mécènes permet de constater que 2 d'entre elles proposent des revenus. Tout d'abord, progresser de 1 case sur la piste de conservation, mais également empocher 2 crédits par bâtiment accolé à l'entrée secondaire. Pour ce dernier gain, et à la lecture du texte explicatif, on s'aperçoit que les règles de prise en compte d'un bâtiment sont les mêmes que pour un kiosque, à l'exception de la nécessité de ne rendre éligibles que des bâtiments différents. Pour cette raison, les 2 pavillons en contact avec l'entrée secondaire produisent chacun 2 crédits, alors que l'enclos standard de taille 4 étant inoccupé, il ne sera pas considéré. Dernière zone à parcourir pour potentiellement y trouver d'autres revenus, il s'agit de la partie conservation du plateau joueur. 3 cubes ont été utilisés pour soutenir des projets de conservation, mais seulement 2 ont été saisis dans la section concernée par les revenus. Le joueur bleu peut ainsi immédiatement placer un enclos standard de taille 2 gratuitement, mais également saisir n'importe quelle carte de la rivière. Il est important de se souvenir que si durant la phase des revenus, plusieurs joueurs disposent de la possibilité de saisir une ou plusieurs cartes de la rivière, il faudra le faire en respectant l'ordre habituel des tours, en commençant par le joueur ayant initié la pause et en rafraîchissant la rivière à chaque nouveau joueur. 6e et dernière étape, le marqueur de pause est replacé sur la case de départ correspondant au nombre de joueurs et la partie reprend son cours normal avec le joueur suivant celui ayant initié la pause. Durant une partie d'Ark Nova, on comprend rapidement que les marqueurs de la piste d'attrait et ceux de la piste de conservation progressent les uns vers les autres, signifiant que, tôt ou tard, 2 d'entre eux partageant la même couleur termineront leur mouvement dans la même zone de décompte ou se croiseront, déclenchant par là même les derniers tours joueurs et la fin de la partie. Par zone de décompte, il faut comprendre l'espace formé par une case de la piste de conservation et toutes les cases de la piste d'attrait qui lui sont associées. Les marqueurs du joueur jaune viennent de se croiser durant son tour. Il termine donc ce dernier et tous les autres joueurs bénéficient d'un dernier tour de jeu avant le décompte final. Il est important de préciser que cette situation peut également faire suite à la résolution d'une pause, dans quel cas ce sont tous les joueurs qui bénéficieraient d'un dernier tour de jeu. Il est temps de procéder au décompte final avant de connaître le score obtenu par chaque joueur. Chacun de ces derniers fait progresser ses marqueurs sur les pistes de conservation et d'attrait en accord avec la carte décompte final qu'il a précédemment choisie, ainsi que toutes les cartes mécènes de son zoo proposant des effets de fin de partie. Dans le cas extrêmement improbable où aucun marqueur n'aurait atteint la case 10 de la piste de conservation, les joueurs devront dès lors sélectionner l'une des 2 cartes décompte final encore en leur possession avant de commencer à déplacer leurs marqueurs. Il est également important de noter que certains animaux proposent d'obtenir une carte décompte final additionnelle en tant que récompense. Cette dernière est donc résolue en supplément de celle de base
mais ne peut être choisi comme carte à défausser dans le cadre de la case 10 de la piste de conservation. Il est maintenant possible de connaître les différents scores. Chaque joueur se penche sur son marqueur de conservation et retient la valeur d'attrait la plus faible de la zone de décompte concernée. Il s'agit de sa valeur de référence, qu'il soustrait à la valeur actuelle d'attrait de son zoo pour finalement obtenir son score final. Un score négatif est donc parfaitement envisageable. Bien évidemment, le score le plus haut l'emporte et les éventuels joueurs à égalité se départagent au travers du nombre de projets de conservation soutenus, quantité facilement identifiable en comptant le nombre de cubes manquants dans la zone conservation de son plateau. C'est parti! Lancez-vous dans l'aventure et construisez le zoo le plus beau et attrayant jamais vu. Bonne chance les amis!